Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end ensoleillé. Il faut en profiter parce que voilà, la pluie revient fortement. Alors, quelques infos directement sur la chaîne. Le mois de mai va être un peu perturbé, entre guillemets, parce que le geek, alors je précise pour les nouveaux abonnés, je m'appelle Jean. Et donc le geek, il part en vacances quelques jours. Alors ce week-end quelques jours et le week-end prochain quelques jours. Et oui, il faut que je me repose. Rassurez-vous, je ne pars pas aux Seychelles. Je n'ai pas encore assez d'argent avec YouTube pour partir aux Seychelles. Mais je vais prendre un peu de vacances. Donc je vais essayer de sortir quand même pour samedi un JVD Top. Je vous dis tout ou presque. Je vous remercie d'ailleurs pour le précédent qui a bien marché. Et grâce à vous, je vous en remercie. D'ailleurs, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les anciens abonnés qui me soutiennent toujours. Et donc, je vais essayer de sortir une vidéo pour ce samedi, le JVD Top en question, ainsi qu'une vidéo jeudi soir qui va être le guide pratique. Le geek pratique, c'est un peu le guide pratique, en l'occurrence sur Returnal, parce que Returnal, j'ai bien avancé. Alors, je n'ai pas fini le jeu. Comme vous savez, j'ai eu beaucoup de mal avec le premier boss que j'ai passé. Je ne suis pas un champion, je l'ai déjà expliqué. Alors, je m'excuse pour les gauchers, mais j'ai deux mains gauches, donc je suis droitier, j'ai deux mains gauches un petit peu, et donc j'ai eu du mal. Mais maintenant, j'ai appris plein de trucs sur le jeu, à force de jouer, plus de 30 heures de jeu maintenant, et grâce aux abonnés aussi qui m'ont donné quelques trucs, et donc j'ai compilé ça dans une vidéo qui est le Geek Pratique, qui sortira donc jeudi soir. Dans cette vidéo, on va parler de plusieurs sujets, on va parler de AMD, on va parler de Intel, de Xbox, de PS5, et même de mini LED. A tout de suite. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez voir que je pratique assez souvent des rectificatifs lorsque je me suis trompé ou qu'il y a des informations qui sont incomplètes parce que j'ai pris des informations, j'essaie de prendre des informations véritables, vérifiées, mais voilà, c'est toujours difficile. Donc je prends des informations dans divers journaux vidéo en l'occurrence, de journaux sur internet aussi, et des fois elles s'avèrent fausses, donc je fais des rectificatifs. Ainsi par exemple pour la PS5, pour PlayStation Sony, j'avais dit qu'il allait avoir une action classe de la part de joueurs californiens, d'un bureau d'avocats californien, qui allait avoir une action classe concernant le monopole de Sony sur tout ce qui est dématérialisé, vous savez, les prix uniques sur le PlayStation Store. Alors c'est pas tout à fait vrai, enfin c'est vrai, il y a une action classe qui est en train de se monter, mais elle n'est pas encore engagée. Voilà, c'est le petit rectificatif important. Ils sont en train de monter un dossier, grosso modo, mais ils ne l'ont pas encore engagé. On verra s'il est déjà engagé et accepté par un juge fédéral, en l'occurrence aux États-Unis, en Californie, et si ça passe donc en jugement. L'autre information très intéressante, le rectificatif vient de Xbox, en l'occurrence, qui a fait un communiqué, vous savez, sur le procès Epic versus Apple. Ils avaient dit que les consoles, ils les vendaient à perte. Ça, c'est toujours confirmé. Ils ont quand même dit qu'ils gagnaient de l'argent. Et ça, je l'avais dit aussi, grâce aux services en l'occurrence et aux jeux qu'ils vendent, ils gagnent beaucoup d'argent. Donc non, Xbox ne perd pas des centaines de millions d'euros ou de dollars par mois, c'est faux. Ils perdent peut-être un petit peu, mais ils sont quand même, je pense, dans les clous et dans leurs projets à long terme. Sur le Game Pass, sur le xCloud, en l'occurrence, sur les services. Par contre, il y a un petit rectificatif qui a été fait. Ils ont dit, avec nos 18 millions d'abonnés Game Pass. Rappelez-vous, j'avais reporté 23 millions d'abonnés, ça avait été reporté à peu près partout qu'il y avait 23 millions d'abonnés au Game Pass. On doit l'information à Jez Corden. Jez Corden, c'est un journaliste à Windows Central. Windows Central assez proche du monde de Microsoft, en l'occurrence, rien qu'avec ce titre, on s'en doute. Et donc, ils ont probablement quand même quelques contacts au sein de Microsoft. On peut donc dire, est-ce que l'information est vraie ou pas? Est-ce qu'il y a vraiment 23 millions d'abonnés ou 18 millions d'abonnés, comme le communiqué officiel qui vient d'être fait? Eh bien, c'est un communiqué officiel, sur des chiffres officiels, des chiffres concernant le dernier trimestre de l'année 2020, où ils ont fini avec 15 milliards de bénéfices, je vous rappelle, et donc 18 millions d'abonnés. Mais en réfléchissant et en prenant un petit peu de recul, le recul nécessaire, on savait que septembre 2020, il y avait 15 millions d'abonnés au Game Pass, début 2020, il y en avait 10 millions, et entre septembre et donc fin décembre, il y en a eu 18 millions, donc 3 millions de plus. On sait que la console est sortie en novembre, donc on peut imaginer que entre novembre et décembre, on a gagné à peu près 1 million d'abonnés par mois. On peut l'estimer facilement. Ce qui veut dire qu'on a fini effectivement à 18 millions début janvier 2021, 18 millions d'abonnés au Game Pass. Mais c'est pas resté là, ça n'est pas stabilisé d'un coup, ça ne s'est pas arrêté. On n'est pas passé de 10 à 18 millions d'abonnés en 2020 et d'un seul coup en 2021, stop, plus aucun abonné. Non, bien entendu, ça a continué, on s'en doute bien, c'est assez logique.
Et donc on peut imaginer que même s'il y a eu 4 mois et demi, même si on n'est pas tout à fait à 23 millions d'abonnés, on est largement plus de 20 millions d'abonnés sur le Game Pass actuellement. On verra les futurs chiffres officiels de Microsoft parce que ça va sortir. Ça va peut-être sortir pour l'E3, ça va peut-être sortir pour un prochain bilan officiel des comptes Microsoft à venir, par exemple ce trimestre ou le trimestre prochain, ou de toute façon en fin d'année, on verra s'il n'y a pas près de 30 millions d'abonnés, parce que ça peut très bien arriver, 30 millions d'abonnés au Game Pass, ou en tout cas bien plus que 20 ou 25 millions d'abonnés. Une autre information qui là n'est pas une erreur, mais plutôt un rectificatif de la part de AMD, puisqu'AMD avait laissé courir le bruit, c'était même plus qu'un bruit, que finalement le Super Resolution, Fidelity Super Resolution, le concurrent du DLSS de Nvidia, allait sortir plutôt fin d'année 2021. Eh bien, retour en arrière, parce qu'il va sortir visiblement plutôt en juin, ce qui est une bonne chose pour AMD. Je vous rappelle que pourquoi ils font ça, peut-être qu'ils ont résolu un problème technique qu'ils avaient et qu'ils pensaient ne pas pouvoir résoudre avant la fin de l'année. Peut-être aussi qu'ils ont vu que Nvidia accélérait sur le DLSS, parce que je vous rappelle que Nvidia a réussi à faire un accord avec Unreal, avec Epic, pour le Unreal Engine, en l'occurrence 5 qui va arriver, et le 4 aussi, où on a dispo le DLSS pour les développeurs, Nvidia DLSS dans le Unreal, et également dans l'autre moteur de jeu grand public, on peut dire, c'est Unity. Il y a deux grands moteurs de jeu grand public, alors il y en a d'autres bien entendu, mais il y a Unity et Unreal, et ces deux moteurs de jeu s'imposent pour les développeurs de petites maisons d'édition, ou même de maisons d'édition moyennes qui n'ont pas envie de développer leur propre moteur de jeu personnel, maison, ce qui est quand même le cas pour beaucoup de maisons de développement de jeux. Regardez Outriders, ça a été fait par exemple avec Unreal, en l'occurrence. The Medium, ça a été fait avec Unreal, et il y en a beaucoup d'autres jeux qui ont été faits comme ça. Par exemple, Ori a été fait avec Unity. Donc vous voyez, mettre le DLSS à disposition dans ces moteurs de jeu, ça donnait une avance considérable à Nvidia. AMD ne pouvait pas se permettre de laisser faire, et donc apparemment ils ont accéléré sur le Super Résolution qu'ils vont donc offrir, entre guillemets, à tous les développeurs en juin. Petite information avec Intel, vous savez les DG2, c'est les futurs GPU qu'ils vont donc développer pour les cartes graphiques. Enfin, Intel se met aux cartes graphiques qu'on va pouvoir avoir et dans les mobiles et dans les PC fixes pour concurrencer Nvidia et AMD. Bon, la manne était trop belle, ils ne pouvaient pas passer à côté Intel trop longtemps. En plus, ils ont quand même de l'expérience, même s'ils ont moins d'expérience que Nvidia et AMD sur le sujet. Ils ont une grande expérience sur tout ce qui est GPU aussi, en interne, dans leur CPU. Donc, ils connaissent un peu le sujet. Et puis, en question design, ils sont quand même pas si mauvais que ça. Donc, ils vont sortir 5 modèles qui n'arriveront visiblement pas avant 2022, qui auraient 4 Go à 16 Go de mémoire, 4 Go à 16 Go de mémoire, qui tourneraient pour le maximum, pour celui qui est le plus important, qui a 512 compute units, ou l'équivalent de compute unit, 512 compute units, le plus petit modèle aurait 128 compute units, et donc le plus grand modèle tournerait à 1,8 GHz de boost en fréquence. On verra ce que ça va donner, il faut attendre bien entendu. Ça peut être intéressant, tout dépendra de ce qu'ils vont faire, comme je vous l'ai expliqué pour l'équivalent du DLSS. Peut-être qu'ils vont prendre le Super Résolution, qui est gratuit de AMD en l'occurrence. Pour le Ray Tracing, peut-être qu'ils vont prendre une solution Vulkan, l'équivalent Vulkan, qui gère aussi le Ray Tracing. Nous verrons ce qu'ils vont faire. On attendra un peu les specs un peu plus précises, mais par contre, ce que l'on sait, c'est que les premiers modèles seraient destinés visiblement aux PC portables. Avec quand même un TGP, je vous rappelle, un Total Graphic Power, donc grosso modo la consommation de 100 watts, ce qui est quand même beaucoup pour du portable. 100 watts, ça pourrait même monter jusqu'à 125 watts, ce serait quand même beaucoup pour du portable. Ce n'est plus vraiment du portable parce qu'à ce niveau-là, la batterie va très vite se décharger. Mais on suivra l'affaire de près et on verra effectivement la concurrence, et en particulier pour les PC fixes, que va amener Intel en termes de GPU. Petite info sur le Alder Lake. Alder Lake, vous savez, c'est le nouveau CPU, la nouvelle architecture 12e génération pour Intel qui va arriver en 10 nanomètres, normalement, donc en 10 nanomètres 2022 aussi. On verra ce que va donner Alder Lake. Il y a des leaks qui apparaissent comme quoi l'architecture serait moins puissante que prévu. On va attendre un peu les résultats. Tout ce qu'on sait, c'est que le TDP va être autour de 125 watts, donc ça va consommer encore beaucoup par rapport, je vous rappelle, à AMD 7 nanomètres, les Ryzen, qui sont plutôt autour de 85 watts. Donc ça consommera, même en 10 nanomètres, ça consommera encore beaucoup, mais parce qu'il y a augmentation de transistors. Là, par contre, pour le coup, ils vont mettre plus de transistors pour être, bien entendu, plus puissant. Ça se tournerait avec peut-être même de la DDR5, ce serait compatible DDR5, ce serait compatible PCI Express 5.0, visiblement. On verra, il faut attendre un peu plus les spécifications. En termes de fréquence, ça tournera entre 1,8 et 4,8 GHz en boost sur un ou deux cœurs, et sinon 4 GHz sur l'ensemble des cœurs, selon la configuration. Et donc, on va attendre avec impatience un peu plus de précision sur l'Alder Lake pour voir s'ils peuvent effectivement vraiment battre cette fois-ci par rapport à la 11e génération, vraiment battre
cette génération de Ryzen AMD, la Ryzen 7, Ryzen 9, etc. de AMD, et surtout en Zen 3 actuellement, mais je vous rappelle que le Zen 4 arrive très prochainement chez AMD et que ça va faire également très fort, c'est fin 2022 que ça arrive en 5 nanomètres normalement chez AMD. Et justement, on a eu des leaks AMD sur les futurs GPU, je vous rappelle, qui vont arriver de chez AMD, qui sont des RX 7000 en l'occurrence, puisqu'on est en RX 6000 actuellement, et qui seraient hyper puissants. Et comment ils vont faire? Alors, tout ce qui est annoncé, le x3, c'est peut-être un peu exagéré. Hein. Je pense que x3, c'est un peu exagéré. Il faut attendre, parce qu'on annonce toujours des gros chiffres, et après, on est un petit peu déçu généralement, hein, parce qu'on se dit, oh là là, ça n'atteint pas les chiffres voulus, alors que les performances sont quand même en augmentation. En fait, la nouvelle technologie qu'ils vont utiliser, c'est ce qu'ils font tout simplement sur les CPU depuis un moment. Ils vont faire du multi-chip module. C'est quoi le multi-chip module? Je vous rappelle, eh bien, c'est tout simplement de fractionner au niveau du GPU, en l'occurrence c'est le GPU là, en plusieurs modules indépendants qui va être relié par un bus bien entendu qui va gérer les différentes puces. Grosso modo, on va multiplier les compute units, mais pas sur un chip monobloc, c'est-à-dire sur une puce monobloc, sur le wafer, ce qui est coûteux en termes de rendement. Je vous en ai déjà parlé souvent, hein, c'est-à-dire qu'on a très peu de puces par plaquettes de silicium qui sortent. Plus la puce est grosse, plus la défectivité étant constante en nombre de défauts, eh bien on perd en rendement et donc ça coûte très cher. La plaquette de silicium étant à coût constant, donc la puce devient très chère et en plus c'est limité à un moment donné, on n'y arrive plus, c'est-à-dire qu'on a un tellement mauvais rendement que c'est très risqué de faire des grosses puces. Alors que si vous fractionnez en petites puces avec chaque petite puce à un certain nombre de compute units par exemple, ou de cœurs pour les CPU, eh bien vous associez toutes ces petites puces ensemble, vous avez un bien meilleur rendement, un coût bien inférieur, et surtout vous pouvez multiplier par 2, par 4, par 6, par 8 si vous voulez. Bien entendu, le seul problème c'est le bus de gestion qui va devoir gérer tout ça ensemble de façon intelligente et rapide, sans temps de latence. Gros problème qu'a eu AMD à ses débuts du MCM sur les CPU, mais qu'il a réussi à résoudre depuis. AMD a réussi à résoudre ce problème, puisqu'on voit l'efficacité maintenant des Ryzen. Eh bien, il se lance là-dessus sur les GPU, c'est assez logique. Et d'ailleurs, Intel commence à l'envisager sérieusement pour ces CPU qui deviennent trop gros à processer et dont les pertes de rendement sont significatives. Donc, nous attendrons les résultats sur la RX 7000, mais ça peut être très intéressant de côté GPU, et on verra ce que va faire Nvidia d'ailleurs en face lorsqu'ils vont voir les résultats sur les premiers GPU RX 7000 qui promettent beaucoup. Donc on va maintenant parler de mini LED parce qu'il y a deux écrans gamers qui sont apparus, le Asus ROG PG32UQX qui est apparu, qui est un spécial mini LED qui a 1152 zones de local dimming, des zones séparées, rappelez-vous, pour avoir moins de blooming, qui est en plus bien entendu 144 Hz, 4K, Quantum Dot, vous savez la technologie Samsung pour renforcer les couleurs, qui est également à 1440 candelas par mètre carré en termes de luminosité, ce qui est quand même en HDR, ce qui est quand même très bon. Mais voilà, pourquoi je voulais en parler? Parce qu'il est à 3000 $. Et oui, 3000 $ le bébé, et je trouve ça excessivement cher. Et ce n'est pas fini, nous avons le Samsung G9, vous savez, le remplaçant de l'ancien modèle qui va arriver, qui est en 49 pouces, alors c'est un énorme bébé, hein, qui est incurvé, vous savez, cet écran magnifique incurvé, qui a 2048 zones de local dimming, lui, carrément, qui monte à 240 Hz en fréquence, c'est juste énorme, bon, gaming bien entendu, et qui aurait une luminosité de 2000 candelas par mètre carré, donc beaucoup plus importante que l'ancien écran, l'écran actuel G9. Par contre, l'écran actuel coûte 1400 €, le nouveau va coûter plus de 3800 €. C'est juste énorme en termes de différence de prix. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que j'ai beaucoup parlé du mini LED, rappelez-vous, pendant l'année 2020, comme le successeur des écrans LED classiques et qui allait permettre au plus grand nombre d'accéder finalement à une qualité supérieure en ayant moins de blooming et un peu plus de luminosité sur des écrans classiques par rapport finalement au OLED. Alors le OLED en termes de luminosité, effectivement, c'est pas encore le top par rapport aux écrans LED classiques. Par contre, en termes de blooming, il n'y a pas besoin d'en parler. Eh bien, visiblement, le mini LED, c'est quand même réservé un peu au haut du panier, visiblement. Alors, il y a le TCL C825, je vous rappelle, 55 pouces, qui est à 1400 €, qui est finalement le plus abordable. Il faut attendre les tests pour voir si, effectivement, il est bon ou pas, mais qui est le plus abordable. 1400 €, c'est quand même un 55 pouces, c'est pas donné. Et je me surprends, car je vous rappelle qu'il y avait des modèles comme le 635, dont j'ai beaucoup parlé en 2020, qui était qu'aux États-Unis, où on avait un écran 55 pouces à moins de 800 €, qui était mini LED, qui avait 120 zones, je crois, qui était bien entendu 120 Hz, qui était ALLM, VRR, qui était Quantum Dot. Bref, un écran qui possédait beaucoup de caractéristiques intéressantes, même si bien sûr il avait des défauts à ce prix-là, il ne faut pas rêver, mais c'était quand même un écran qui faisait moins de 800 € en 55 pouces, et ça a totalement disparu en mini LED.
Est-ce qu'il y a eu explosion côté fabrication en termes de coût, en termes de prix, qui suit un peu l'explosion de tout le semi-conducteur? C'est possible, mais je m'en étonne fortement. Voilà, je voulais vous reporter cette information. Bien sûr, je vais un peu enquêter, je vais me renseigner, je vais voir s'il y a des articles dessus. Mais en tout cas, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à regarder samedi le nouveau JVD Top s'il sort, j'espère qu'il sortira. Et pourquoi pas jeudi soir, mon petit guide pratique, le geek pratique sur Returnal. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut la bande de nazes!